Sulpice Ossabagidi qui va donc essayer de faire consensuel, mais c'est pas sûr qu'il y parvienne. On verra bien. Sulpice, bonjour. Bonjour, cher Winner Abessi. Bonjour à tous. L'actualité de la présidentielle en Afrique offre des vertus et des vices, des exemples et des contre-exemples que la raison invite à soumettre à un filtre sélectif. La Côte d'Ivoire traîne le fardeau Gbagbo alors que la Guinée-Conakry se décharge d'une longue époque de dictature en concluant avec pudeur le premier scrutin démocratique de son histoire. À environ 3 mois d'une présidentielle très indécise, le Bénin joue à se faire peur dans une profonde mutilation psychologique. Le compte à rebours surfe sur du granit. L'habitude d'élections pacifiques et le mariage avec la transparence ont fait de la célébration des 20 ans de la démocratie un événement. Alors que s'éternisent les noces de la crise politique, un nouveau défi érige son mur pour le printemps prochain, à savoir respecter la tradition et assumer le statut de pays bon élève de la démocratie. Sous l'ivoire bouge le diable qui crache du poison et du feu et transforme les humains en macabées. Le Bénin de Dada Guézo a plutôt sa jarre que ses fils sont constamment appelés à boucher malgré la diversion doctrinale de fin de mandat et la rhétorique anachronique et agaçante. Le destin bat les cartes, mais c'est nous qui les jouons, observe Bernard Moitessier. La tragédie ivoirienne de l'Gbagbo propose des contre-modèles que 2011 doit rejeter. On doit avoir horreur des échantillons du genre Paul Yaoundé et le miracle de son conseil constitutionnel et qui en moins de 24 heures a examiné 20 000 procès-verbaux et proclamé à la va-vite les résultats de la présidentielle. Que Dieu miséricordieux nous épargne de ces réflexes portant la marque Paul Yaoundé dont le brevet du mal semble négociable et exportable. La résistance du président sortant vaincu est un contre-exemple et le simulacre de prestation de serment une honte. Le patriote en cas de défaite ne doit pas rester sourd aux appels de la communauté internationale. Le 6 avril 2011 devrait être un jour de fête avec l'investiture du président élu sans qu'on ne soit obligé de lancer un appel à la désobéissance civile. L'envoi de chars pour bloquer l'hôtel du candidat de l'opposition, éventuellement vainqueur du scrutin, ne doit pas être une solution. La formation de 2 gouvernements pour une administration bicéphale et un pays coupé en 2 ne colle pas à notre modèle de démocratie. Si on se laisse tromper par des sondages, il faut avoir le courage et l'humilité d'accepter le verdict sain et la vérité crue des urnes. Le geste de matamor après l'échec et l'esprit belliqueux sont étrangers à notre tradition démocratique. Le candidat malheureux Adrien Ombedji avait marqué les esprits en félicitant en 2006 le vainqueur Boniaï. Le prochain vaincu de 2011 doit apprendre lui aussi à adopter cette démarche élégante et applaudir dans la douleur l'élection de son challenger. Il arrive bien évidemment que le bonheur soit rotatif. L'épilogue de la présidentielle guinéenne ranime l'espoir avachi et allume la lanterne de la lucidité. Le vaincu, Cellou Dalein Diallo, a décanté la situation en reconnaissant sa défaite. Le vainqueur Alpha Condé est un habitué de la présidentielle enfin récompensé. Vaincus et vainqueurs ont ainsi sauvé la Guinée sous tension. Le dégel politique peut commencer par un heureux dénouement électoral. Il y a un rêve à éviter. La situation à la Kenyane. Il faut écraser les possibilités d'une telle stupidité où le perdant est président et le gagnant son premier ministre. Cette espèce de détournement de la volonté du peuple est un suicide collectif. Le Bénin n'aura ni sa paix Kibaki Odinga, ni la caricaturale association Mugabe Tsvangirai. Le drame politique zimbabwéen réchauffe le désespoir et dilate la méfiance. À chaque époque, son cortège de mots qui creuse bien évidemment les digues du désespoir. Le film d'horreur de la fin du règne de Gbagbo en Côte d'Ivoire apporte sa pédagogie au Bénin qui a adoubé il y a un peu plus de 4 ans le héros du changement. Malheureusement, la prophétie de l'émergence n'a pas eu d'écho. Maintenant, il faut sauver la paix en refusant d'être Gbagbo, Paul Yaoundé ou Blé Goudé. On peut de toute manière chez nous, comme ailleurs, miser en 2011 sur la vigilance
de M. Luis Moreno Ocampo, procureur de la Cour pénale internationale. Les potentiels et indécrottables rebelles à la sentence des urnes sont avertis. Ils iront à l'arrêt dans la chambre froide réservée aux criminels. Aux criminels de guerre, aux criminels, aux auteurs de crimes contre l'humanité, aux auteurs de génocide. C'est cela, il veille Luis Moreno Ocampo. Et avant de commencer, Sulpice, si vous permettez, chers amis, nous allons avoir une marque de soutien, de solidarité, d'amitié à un ami, à un grand ami, le ministre Gaston Zossou, qui enterre donc ce mercredi sa maman, sa chère maman. Condoléances donc aux enfants, aux fils, aux filles Zossou. Voilà, ça c'est pour commencer, ça n'a rien à voir. C'est important. Mais c'est très important. Oui. Condoléances. Au-delà de la personnalité de Gaston Zossou, il y a aussi un confrère, notre confrère doyen, Francis Zossou. Donc je le disais d'entrée, cette grande dame nous a donné des modèles d'érudition. Très bien, c'est bon, on peut y aller à présent. Sulpice Osagbagui, merci. La météo politique pour 2011, André Dossa, elle est visiblement mauvaise. Quelles sont les prévisions? Est-ce qu'on peut échapper au cas ivoirien, au cas guinéen, au cas kenyan que Sulpice a cité tout à l'heure? Je n'ai pas encore été, j'ai jamais eu la chance de rencontrer le professeur Aza et je n'ai pas été à son école. Je ne pourrais pas faire de prévision. Maintenant, je pose la question autrement. Est-ce qu'il faut s'arranger pour échapper au cas kenyan, au cas si vous me posez la question de cette manière, ma réponse est d'emblée oui, un oui franc, un oui retentissant, sans embâche. Nous ne devons en aucun cas opter pour ces cas malheureux et tristes de sabordage de la démocratie, d'assassinat de la démocratie. En aucun cas. Malheureusement, il se fait que en ce moment, il y a un certain nombre de signes, il y a un certain nombre de choses qui nous amènent à nous interroger, qui nous amènent à réfléchir et à avoir peur un peu aussi. Vous savez, nous avons entamé déjà les 3 derniers mois avant 2 échéances électorales capitales. Une élection présidentielle, une élection législative. C'est la première fois que nous aurons 2 élections importantes dans pratiquement un mouchoir de poche, c'est-à-dire les délais qui séparent les deux sont si négligeables qu'on peut opter pour un couplage. Donc on pourrait oui, opter pour un couplage. Donc c'est très important. C'est extrêmement important. Donc l'importance, la délicatesse de ce rendez-vous-là, en principe, devait nous amener à procéder autrement, à mettre fin à nos improvisations, à la précipitation qui caractérise souvent notre manière de faire. Pourquoi ne pas anticiper, installer les instruments très tôt, 6 mois au moins avant les échéances, et prendre les lois, les tests, les différents tests qui vont régir les élections? Ça n'a pas été le cas. On a voulu tous que la LEPI serve aux élections et on sait où ça se trouve aujourd'hui. C'est extraordinaire. On a tergiversé autour, finalement ça devient quoi? On apprend dans les coulisses qu'on aurait même démarré une des étapes cruciales de ce processus. Je n'ai pas pu vérifier au niveau du CIC, le dédoublonnage. Je dis mais est-ce que c'est comme ça que la loi a prévu que cela se passe? La loi parlait de lancement progressif des aires d'enregistrement. Ça n'a pas été fait. C'est comme si on avait soit un bâton. C'est pas qu'on avait pointé un revolver à la tempe de ceux qui sont chargés d'organiser cette étude-là. Je vous ai dit qu'il y a des gens dans cette affaire qui ont leur agenda personnel. Oui, et puis voilà, justement, pendant que d'autres s'inquiètent, il y en a qui sont extrêmement sereins. C'est pourquoi je confirme ce que vous dites, à savoir qu'il y en a effectivement qui ont leur calendrier secret. Il y en a qui sont tout à fait sereins, qui ne s'embarrassent pas de nos inquiétudes, de nos appréhensions. Pas du tout. Donc, il y a que les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour que nous assistions aussi à ces contre-exemples de Paul Yaoundé, de Kibaki Ondinga, de Swangirai, Mugabe et bien d'autres. Et ce serait bien triste pour un Bénin qui a inauguré l'ère des conférences nationales de forces vives en Afrique. C'était après la boule, le Bénin en a fait sa plus-value, le Bénin en a fait
son label, carrément, la démocratie. Il paraît que c'est ce que nous vantons, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous vendons. Essentiellement, François Minson, c'est vrai, on a vu Gbagbo hier, pour ne pas le nommer, hein, on a vu Gbagbo hier empêtré dans le pétrin où il a enfoncé son propre pays. On l'a vu hier, un tissu blanc devant la baïonnette, ou attaché à la baïonnette, attaché au fusil. C'est assez sidérant. Bon, ça n'a fait rire personne. Hein. Oui, mais est-ce que chez nous, c'est la question, François, est-ce que chez nous, il y a des Laurent Gbagbo, des Paul Yaoundé ou des Blé Goudé? Pour le moment, on ne saurait dire. On ne saurait dire puisqu'on n'en est pas encore arrivé à une étape aussi grave et aussi triste. Seulement, je crois qu'il y a aujourd'hui des urgences. D'abord, la première urgence, je crois, c'est de jeter un coup d'œil assez critique sur ce qui s'est passé à Abidjan et sur ce qui s'est passé à Conakry. Voilà deux républiques sœurs qui sont dans la sous-région et qui ont connu deux étapes diamétralement opposées en un temps record. Et ce qui est curieux et paradoxalement triste, c'est qu'à un moment donné, on aurait pu attribuer à la Côte d'Ivoire un crédit assez sérieux, vu le temps vraiment long qu'on a mis pour enfin en arriver, dit-on. Voilà. Et s'y report. Vous imaginez le temps très long qu'on a mis pour en arriver finalement à l'organisation d'un scrutin et à l'installation d'une commission après consensus. On aurait accordé un certain crédit à cette Côte d'Ivoire-là et on se posait énormément de questions sur la Guinée. On se demandait, est-ce qu'enfin le spectre de la mauvaise démocratie allait un jour quitter cela. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est pas la Guinée, c'est pas je sais très bien, c'est le Bénin. Laissez-moi poursuivre une heure ici, s'il vous plaît. Oui. J'ai bien dit qu'il faut regarder. Est-ce que c'est une chance pour le Bénin que d'avoir vécu les expériences de la Côte d'Ivoire et de la Guinée? Justement, c'est pourquoi je disais qu'il faut jeter un regard critique sur ce qui s'est passé là-bas et essayer de tirer les leçons pour ne pas en arriver à s'enfoncer dans la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui la Côte d'Ivoire et essayer plutôt de se dire si les Guinéens qui après 30 années de souffrance et de dictature ont pu enfin accepter le verdict des urnes malgré les premières tentatives malsaines de certains animaux politiques, si les Guinéens sont arrivés à réussir cela, ce n'est pas le Bénin qui doit aujourd'hui échouer dans cet exercice. Et après cela, il faut obligatoirement qu'on en arrive à respecter certains principes. Il ne faudrait pas que ce soit en 2011 que le Bénin en arrive d'abord à ne pas respecter les délais requis pour l'organisation d'un scrutin, notamment le plus important, le scrutin présidentiel. Voilà, ça, ce serait une catastrophe et ce ne serait même pas bien pour l'image du gouvernement actuel et des institutions qui seront chargées de gérer. Il faut aussi obligatoirement que certaines institutions chargées de prendre des décisions majeures n'en arrivent pas à constituer un frein pour l'évolution du processus électoral. Suivez mon regard, il y a une institution qui aujourd'hui, ma foi, est en train quand même de jeter du doute sur la crédibilité qu'on lui accorde malgré quand même le sens bien fondé de certaines de ces décisions. Il faudrait aussi qu'on évite obligatoirement d'en arriver à pousser le peuple vers des actes qu'on regretterait. Parce qu'après tout, si on ne réunit pas les conditions qu'il faut pour organiser le scrutin dans de bonnes conditions, à bonne date, on pourrait assister quand même à des réactions qui pourraient nous entraîner là où on ne voudrait pas y aller. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de prendre les responsabilités, tant du côté du pouvoir que les institutions chargées d'organiser les élections, pour organiser le scrutin à bonne date, pour ne pas nous offrir un mauvais scrutin, parce qu'il y a déjà polémique autour de la liste électorale, et je crois qu'on n'est pas encore sûr. Vous espérez donc, François, pour vous résumer, qu'il n'y aura pas de boulanger Gbagbo pas ici, qu'il n'y aura pas de Paul Yaoundé, on l'espère vivement. Pas de Blé Goudé. On l'espère vivement, mais on craint beaucoup de choses. Il y a déjà des ministres de la rue, hein, parlant de Blé Goudé. Ici, il y a déjà des ministres de la rue. Il fait des émules jusque chez nous ici. Ah non, non, c'est des ministres de la rue, c'est des ministres de la rue, jusque dans son habillement, des ministres de la rue en confetti, c'est un chocolat, ça ne fait rire personne. Oui, Léandre Dossou, plus sérieusement, c'est vrai que nous, notre rôle, le rôle du journaliste, c'est de faire la veille, hein.
faisons de la veille citoyenne, nous sommes, mettons, les Mohicans de la démocratie en gros. Nous veillons, puisque nous sommes défenseurs de la démocratie aussi. Ça, c'est pour la parenthèse.